Alors, j'ouvre l'image qui commence par A355. Donc, c'est une image où, clairement, il y a une ambiance de fin de journée. Si on veut contrôler un peu l'ambiance ici, il y a une solution rapide, c'est la neutralisation des gris. Qui peut permettre, et c'est ce qu'on va faire un peu ici, d'être un peu créatif au niveau de les ambiances couleurs. Alors on va faire ça, on va afficher la palette des calques. Et au-dessus du calque, on va aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Donc les courbes, c'est un peu comme les niveaux, mais ça permet d'aller plus loin. Ça permet de faire plus. Mais nous, dans un premier temps, ici, on va l'utiliser de manière très simple. Alors, tu parlais de balance des blancs hier. Ce qu'on va faire ici, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire neutraliser l'éclairage, sauf qu'on le fait en post-production ici. Donc, vous avez les courbes. Actuellement, la courbe est plate. Vous prenez la pipette grise qui se trouve là. La pipette qui contient un liquide gris, pas celle qui contient un liquide noir ou blanc, parce que ça, c'est pour définir le point le plus foncé ou le plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est la pipette grise. Alors, en ayant cette pipette grise enclenchée, vous allez cliquer sur différentes parties de l'image. Et vous voyez qu'à chaque fois, on obtient une ambiance colorée différente. Donc ce qui se passe, c'est que là où on clique, ça essaye de rendre ça gris dans la mesure du possible. Mais ça fonctionne, en fait, c'est prévu pour fonctionner surtout sur des choses qui sont grises, un peu colorées, comme cette partie-ci, par exemple. Alors pour que ça fonctionne mieux, on va quand même aller dans les options de la pipette, là au-dessus de l'écran. Et à la place d'échantillons ponctuels, on va par exemple choisir moyenne 31 x 31. Donc c'est quand même une image ici qui contient beaucoup de pixels. Si je vais dans le menu image, taille de l'image, je vois qu'elle fait 2600 pixels sur 1900. Donc il y a beaucoup de pixels. La taille de l'échantillon que la pipette va prendre, ça dépend aussi de la taille de l'image. Si on travaille sur des toutes petites images, je vais peut-être aller à 3 x 3 ou 5 x 5. Bon, ça veut dire qu'en 3 x 3, ça prélève la couleur de 9 pixels au lieu d'un seul. Quand on est en échantillon ponctuel, c'est un seul pixel, la couleur d'un seul pixel qui est prélevée. Vraiment celui sur lequel je clique précisément. 3 x 3, c'est 9 pixels. 5 par 5, c'est 25. Enfin, vous avez compris le principe. Et pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre de pixels qui sont pris en compte quand je clique sur la photo? Parce qu'en fait, il y a du grain dans les photos. Ce n'est pas des surfaces unies. Si on zoome, on va voir qu'on a des pixels l'un à côté de l'autre qui ont des couleurs quand même bien différentes. Il y en a des verdâtres ici, des rosâtres ici, etc. Il y en a des foncés, il y en a des clairs. Et ça, c'est le grain de la photo qui fait ça. Et pour passer outre de ce problème, ce grain, on fait fonctionner la pipette en échantillon 31 par 31, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Bon, il faut savoir que quand vous trouvez une version de la photo là, qui vous plaît, si vous continuez à cliquer, vous n'allez pas la retrouver facilement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Une fois que vous avez trouvé un réglage qui est sympa, la chose à faire, ce serait ceci. Dans la palette des calques, allez dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles, par exemple, ou Alt déplacer, vous avez dit hier que ça marche aussi. Un des deux calques, celui d'en dessous par exemple, un des deux calques de réglage, celui d'en dessous, je lui enlève l'œil, et je continue de travailler sur celui du dessus. Et pipette grise du réglage des courbes, et je continue à pipeter. Bon. Normalement, c'est fait pour améliorer rapidement les photos, mais vous voyez qu'on peut donc l'utiliser pour faire quelque chose d'un peu créatif. Après, on va essayer ça sur d'autres photos aussi. Ok. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité, évidemment,
d'activer l'un ou l'autre. Je vais quand même faire un truc différent ici, voilà, l'un ou l'autre, pour décider lequel est le bon. C'est subtil, hein. Les différences ici, ok, c'est assez bleuté ici, l'autre est un peu moins bleuté. Donc voilà, c'est une manière d'enregistrer le réglage, simplement dupliqué. On va essayer avec une autre photo. Alors, vous pouvez essayer avec la photo qui commence par A224. Donc je mets un calque de réglage de type courbe. J'utilise la pipette grise de ce calque de réglage de type courbe. Et je clique. Voilà. Donc si vous avez les corrections rapides à faire sur des images couleurs, ça peut être une solution. À nouveau, je duplique, j'enlève l'œil et je teste d'autres choses. Je vous rappelle que pour faire apparaître le panneau propriété, c'est simple, il suffit de double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage. Enfin, vous avez compris le principe. Mais donc ça c'est le réglage des tons moyens sur la courbe. C'est le réglage des tons moyens, oui, oui. Ah ok. Bon, dans les photos, en général, la partie la plus claire est bien blanche, la partie la plus sombre est bien noire, il n'y a pas besoin de corriger. Et on a vu le système des niveaux hier pour corriger quand on a des problèmes où la partie la plus claire n'est pas vraiment claire et la partie la plus foncée n'est pas vraiment foncée. Voilà. Donc, bonne solution. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Mais quand on regarde le réglage, on voit ce que ça fait. Quand on regarde le réglage dans le panneau propriété, on voit que en cliquant avec la pipette grise à un certain endroit de l'image, ça essaye de transformer cet endroit où j'ai cliqué, ça essaie de le transformer en gris, donc de neutraliser en fait. Et comment? En modifiant les quantités de lumière dans les tons moyens. Dans ce cas-ci, ça a augmenté la quantité de bleu et diminué un peu le vert et assez bien le rouge quand même. Voilà. Vous avez l'histogramme là qui apparaît par derrière, mais il ne faut pas nécessairement s'en occuper ici. Ce n'est utile, l'histogramme, que quand on va jouer sur ces deux curseurs ici, qui correspondent un peu à ce qu'on avait trouvé dans le réglage niveau en fait. Mais donc, ne vous occupez pas de l'histogramme, là, vous n'êtes pas, sauf si vous commencez à jouer sur les curseurs, le curseur horizontal ici, les indicateurs. Mais dans le réglage des courbes, en général, on ne fait pas jouer sur ces deux choses-là. Ce qu'on fait dans le réglage des courbes, c'est modifier la quantité de lumière, et ça, c'est le curseur vertical, en fait. On voit qu'on a augmenté la quantité de bleu en vertical, diminué le vert et le rouge. Voilà. Donc l'image qui commence par DC1266. Alors on va essayer de voir quelle est la qualité de l'image au niveau des pixels et de la netteté. On va double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Voilà. Il y a quand même du grain. Mais bon, ça va aller. Les conditions d'éclairage n'étaient pas très bonnes. Bien. Alors, on va voir deux méthodes pour modifier la netteté dans une image. Première méthode, ce qui est une méthode assez ancienne, c'est la méthode du masque flou. Donc, on va l'appliquer sur un calque qui sera un objet dynamique, comme ça le réglage va apparaître dans la palette des calques. Donc, première chose à faire, c'est clic droit sur la vignette et demander convertir en objet dynamique. Donc, on a mis les pixels dans un calque conteneur et on va pouvoir mettre n'importe quel filtre. Et il apparaîtra dans la palette des calques qui sera supprimable, modifiable, masquable à certains endroits de l'image. Donc on y va, menu filtre, renforcement, accentuation. On l'avait utilisé hier pour améliorer l'image du tribunal, donner du contraste rapidement.
en mettant un rayon très fort et un gain plus faible, mais en général, c'est pas comme ça qu'on utilise le réglage de netteté. En général, on va faire un petit rayon et un gain plus fort. Donc mettez le curseur rayon assez petit. Donc petit rayon, gain plus fort. Vous ne voyez pas encore le filtre dans la palette des calques parce qu'en fait on n'a pas encore cliqué sur OK. Mais dès qu'on aura cliqué sur OK, il va aller se mettre là sur le calque. Bien. Et donc vous voyez qu'on arrive à augmenter la netteté. Si vous désenclenchez l'aperçu et vous le réenclenchez, vous allez voir l'avant-après. Bon ben voilà, je clique sur OK et le réglage apparaît là, dans la palette des calques. Ah oui, si je double-clique à nouveau sur le mot accentuation, le réglage revient. Vous avez quelque chose qui s'appelle seuil. Ça veut dire que le réglage ne s'applique pas entre 2 pixels si la différence de luminosité est inférieure à ce qui est indiqué dans le seuil. Par exemple, vous avez la luminosité ici qui va de 0 à 255 là-bas au bout. 0 c'est du noir, 255 c'est la lumière totale. Et si je règle le seuil à 10, eh bien, le réglage ne s'applique pas sur les zones où les pixels, la différence de luminosité est inférieure à 10 niveaux, sur une échelle qui va de 0 à 255. Donc ça permet de préserver certaines zones, sauf que ça ne marche pas bien, ça donne un effet bizarre. Sur les visages, c'est encore pire. Quand on voit ça sur les visages, on voit parfois ça dans les magazines, des photos qui ont été prises par des paparazzis. Alors ils ont fort augmenté le zoom sur l'image. Il a fallu faire de l'accentuation détail, mais voilà, ils font des trucs pas terribles au niveau de la qualité. Bon, ça c'est une ancienne manière de fonctionner, le filtre. Moi je vous conseille pas de jouer sur le seuil de toute façon. Je vous en parle ici juste pour que vous sachiez à quoi ça correspond, mais je vous conseille de laisser toujours sur 0 de toute façon. C'est mieux. Ça donne un côté plastique aux images en fait. Sauver l'image en format Photoshop, il n'y a pas le choix puisqu'il y a un calque. Enfin, puisqu'il y a quelque chose de spécifique à Photoshop, un objet dynamique, vous ne pouvez l'enregistrer qu'au format Photoshop, donc PSD. Voilà, je viens de l'enregistrer pour les archives. On va essayer sur la demoiselle ici, Beautiful Face. Je double-clique sur la loupe pour voir l'image. Alors, accentuation des détails ici. Clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Menu filtre, renforcement, accentuation. Du gain, du rayon. Voilà. Et c'est tout de suite, ça doit vous rappeler certains magazines bas de gamme, ce genre d'effet. Un peu plastique là, comme ça. C'est typique vraiment des magazines. C'est fou quand tu zoomes que tu vois que au niveau de son épilation il y a des soucis et tout. C'est dingue, hein. Voilà. Et pour que l'accentuation ne se mette pas sur tout, pour que ça n'accentue pas les pores de la peau, le réglage seuil que je vais augmenter, et donc ça devrait empêcher oui, ça empêche que l'accentuation se mette sur les parties de l'image qui ne présentent pas des différences de luminosité très élevées les unes par rapport aux autres. Sauf que vous obtenez vraiment ce qu'on a sur dans les magazines pourris, et des petites taches, des petits éclats de lumière là, à côté de... tu dis ? Des flares et tout ça, tu veux dire des magazines pourris ? Oui, ce genre-là, en fait, oui. Des magazines... ben oui, des magazines pour adolescentes, quoi. Voilà. Bon, donc l'accentuation est fort utilisée, mais c'est pas la bonne méthode. Il y a des meilleures méthodes pour accentuer les détails. Donc je vais quand même enregistrer pour les archives au format Photoshop cette image-ci. Voilà. Et je présume que donc oui, pour retirer les imperfections sur les visages, il y a la technique de la séparation de fréquences, qui est une technique assez complexe à mettre en œuvre, qui prend... oui, ou le tampon pourrait servir aussi.
Ça dépend. Ça dépend si on veut enlever le grain de la peau d'une manière globale sur le visage, séparation de fréquence. Si on veut enlever des petites imperfections, on a un outil qui est ici, qui est une évolution de, du tampon en fait, qu'on a utilisé l'autre jour. Vous vous souvenez, aller prendre des pixels à un endroit pour les remettre à un autre. Oui, oui, L'outil correcteur localisé va pouvoir nous servir. Je passe sur le petit bouton, il s'en va. Là, il s'en va. D'accord? Mais est-ce qu'il faut vraiment enlever? Quand c'est des boutons, d'accord, mais pas quand c'est des grains de beauté. Sinon, ça enlève la personnalité, ça ne correspond plus à la personnalité de la madame. Est-ce que ça va, vous voyez, l'outil correcteur localisé? Puisque vous avez posé la question. Oui, ça peut se faire. Oui, pourquoi pas, hein, pour des photos. Oui, on fait des photos de cartes de membres, je veux dire, des photos qui vont apparaître sur un site web. Pourquoi ne pas enlever un bouton temporaire? Il n'y a pas de raison, parce que lors du shooting photo, la personne avait un bouton qu'elle le garde pendant des années sur le site web. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça oui, mais pas les grains de beauté. Il ne faut pas enlever la personnalité de... Ça fait partie de la personnalité. Bon. Ben voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Est-ce qu'on peut enlever les imperfections? Oui. Il y a différentes manières d'enlever les imperfections. D'ailleurs, enlever le grain de la peau, on le fera sur d'autres photos d'hommes où le grain de la peau est fort visible et on va voir qu'on peut essayer de lisser. C'est controversé. Hein. C'est controversé comme technique parce que ça ne montre pas la réalité telle qu'elle est. Maintenant, les appareils photo ont tendance à exacerber les détails et donc pourquoi ne pas corriger un peu? Mais c'est controversé, il y en a qui n'aiment pas. On appelle ça la dictature du lisse. Voilà. Ok, donc je vais fermer l'image et on va redémarrer de l'image qu'on avait juste avant. L'image JPEG, la DSC 1266 qui est en JPEG. Je vais la réouvrir et je vais tenter une autre méthode pour accentuer les détails, une méthode qui est meilleure, qui est apparue plus récemment. Parce que l'accentuation des détails, ça existe depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans dans Photoshop. Hein. Mais il y a des techniques nouvelles qui sont apparues. Alors voilà, il va falloir... Vous avez bien repris l'image JPEG, l'image d'origine. On travaille du JPEG ici, mais vous savez qu'il vaut mieux travailler en RAW. C'est parce que nous, on est à chercher des images qui, pour les démonstrations, c'est bien, sur le web, comme ça. Et parfois, plutôt que de se déplacer pour aller prendre la photo, c'est quand même plus facile de prendre sur le web, même si malheureusement c'est en JPEG. Mais il vaut mieux travailler du RAW, et on peut même dans Photoshop travailler le RAW. Une image RAW va rester RAW dans Photoshop, on va avoir un calque RAW, et ce qu'on va voir ici fonctionnera aussi. Ça, c'est au moment de l'importation du RAW dans Photoshop, on peut dire, tiens, je veux que il n'y a pas de transformation, que ça reste du RAW. Il y a intérêt à avoir un ordinateur qui est super puissant parce que faire des photomontages avec des images RAW, c'est quand même lourd. Hein, ça demande quand même des machines puissantes. Donc, la technique qu'on va voir ici, c'est la technique de l'accentuation des détails par passe haut. Le passe haut. Alors, voyons un peu. Le passe haut, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, c'est un rapport avec les fréquences. Les fréquences, vous avez les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les basses fréquences. D'accord? Et un filtre passe haut, c'est un filtre qui ne laisse passer que les hautes fréquences. Il ne laisse passer que les hautes fréquences. C'est le principe. Bon, ici, les schémas ne vous aident pas beaucoup, mais... je vais vous expliquer. En fait, dans le cas de l'accentuation des détails, on considère que les endroits d'image qui ont beaucoup de détails, c'est des endroits à haute fréquence. Et les endroits de l'image qui sont sans beaucoup de détails, donc les surfaces plus unies, ce sont des basses fréquences. Dans le cas de l'accentuation des détails, quand on parle de haute fréquence et de basse fréquence, on parle de la quantité de détails qu'il y a dans l'image. Et donc, on va appliquer un filtre qui ne laisse passer que les parties d'image qui ont beaucoup de détails. On va faire ça ici, vous allez comprendre.
On va dupliquer le calque d'arrière-plan. Tout ce qu'on fait ici va pouvoir éventuellement être scripté, automatisé pour l'appliquer rapidement sur une autre image si vous voulez. Ce serait intéressant de voir aussi comment rapidement faire ça. Quand on va appliquer ça sur une deuxième image, on fera en même temps, on va enregistrer le script pour pouvoir le réappliquer sur n'importe quelle autre quantité d'images par la suite. Donc première étape ici, dupliquer le calque. Ensuite, je vais en faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc le calque du dessus. Ensuite, je vais aller dans le menu filtre divers, passe haut. Filtre divers, passe haut. Vous avez un réglage, il faut faire en sorte que dans l'image, il n'y ait plus que les détails fins qui apparaissent. Mettez le rayon au minimum, puis augmentez progressivement. Voilà, ça montre normalement uniquement les détails fins. Vous n'êtes pas obligé de trouver le bon réglage dès le départ, parce qu'en fait on le met sur un objet dynamique, donc il restera accessible par la suite, on va pouvoir le modifier. Voilà, c'est un peu comme si on avait dessiné la scène en fait. Ok. Alors, ce calque, vous le mettez en mode d'application, parce que pour l'instant, il est en mode d'application normale, recouvrant 100%. Ça recouvre tout le calque d'en dessous, en fait. Ça ne se mélange pas avec, d'accord? Mais à la place de normal, qui veut dire en fait recouvrant dans Photoshop, vous allez mettre le mode incrustation. Voilà. Et avec le mode incrustation, vous avez le calque gris, là, qui se mélange avec le calque d'en dessous, l'arrière-plan. Alors je vais zoomer et regarder ce que ça dit. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève l'œil en face du calque gris? Ben, on voit qu'il y a moins de netteté, en fait. Donc, on laisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on double-clique sur le fil passe haut et qu'on modifie sa force? Ben, on va pouvoir régler de manière dynamique, en voyant réellement le résultat final, on va pouvoir régler l'image. Et donc ça, c'est une astuce pour amener du détail dans les images qui n'en ont pas. Ok. Donc là, j'ai mis 2,9, je pense, au lieu de 1, finalement. Quand j'enlève l'œil en face, oui. Hein. Et ça ressemble un peu au filtre accentuation qu'on avait vu tout à l'heure, filtre renforcement accentuation, sauf que c'est plus propre. C'est plus propre et c'est dynamique, on peut modifier. Bon, il faut savoir que le réglage qu'on a mis là, si je réduis le nombre de pixels de l'image pour la mettre sur un site web, il sera plus bon. On va faire l'expérience. Je vais vous montrer comment faire pour décider de la taille d'une image. Ben, soit c'est le concepteur du site web qui vous dit quelle taille doit avoir l'image, ou alors vous pouvez de manière dynamique le décider dans Photoshop. Quelle taille aura l'image quand vous la verrez sur un site web. On va supposer que, oui, ici, le concepteur du site web ne nous dit pas quelle taille doit avoir l'image, elle ne rentre pas dans un canevas, elle peut avoir des dimensions variables sur le site, et on va la redimensionner. Depuis les appareils smartphones, etc., c'est un peu plus compliqué parce que les tailles d'image varient suivant l'appareil, mais ce qu'on va voir ici reste intéressant. Alors, je vais quand même enregistrer l'image là, au format Photoshop sur le disque dur. Ah oui, je vais l'enregistrer en changeant de nom parce que j'avais fait une première version avec l'accentuation par filtre renforcement accentuation. Ici, je vais indiquer que c'est par passe haut. Voilà. Cette version Photoshop. Non, la résolution qu'on donne à l'exportation ne changera pas du tout le filtre high pass, le passe haut, parce que c'est le nombre de pixels qui compte. Dans le cas d'un export vers un site web, la résolution n'a pas d'importance. Hein. C'est juste quand on imprime la résolution aussi. Hein. Mais non, c'est vraiment le nombre de pixels qui est pris en compte. Ok. Alors, allez dans le panneau navigation. Menu fenêtre navigation. Ça va, vous le voyez, le panneau navigation? On peut l'agrandir s'il faut.
Donc ça, c'est un panneau assez pratique qui permet de voir quelle partie de l'image on est en train de regarder. Si je zoome dans l'image, je vois que je suis en train de regarder cette partie-là. Je peux aussi me déplacer dans l'image en bougeant le petit cadre rouge. D'accord? Bon. Mais en fait, le panneau navigation va me servir ici à décider la taille qu'aura l'image quand je vais la voir sur le web. Vous allez jouer avec le curseur ici pour modifier le zoom. Et en regardant sur votre écran, vous décidez, tiens, quelle est la dimension que je veux donner à l'image sur le web, par rapport à votre écran là, que vous êtes en train de voir. Bon, on va dire que ça, c'est la dimension que je veux qu'ait l'image sur la page web. Il faut regarder quel est le pourcentage de zoom que vous avez actuellement. Il faut sélectionner ça, sans le signe %, juste le pourcentage, 18,27 dans mon cas. Et vous copiez cette valeur, ou vous la notez sur un bout de papier, c'est bon aussi, mais là j'ai fait un CTRL-C, Commande-C sur le Mac, pour copier. Oui, c'est ça, l'image telle qu'on voit là, c'est la dimension que je la veux quand je la vois dans un navigateur. En sachant que d'un écran à l'autre, ça va quand même un peu changer, mais voilà, je prépare l'image pour... je vais réduire le nombre de pixels de l'image pour l'utiliser dans un contexte web. C'est des plus petites images. Donc, j'ai copié la valeur 18,27 dans mon cas ici. Et maintenant, on va réellement réduire le nombre de pixels de l'image en allant dans le menu Image, taille de l'image. Et dans la boîte ici, taille de l'image, vous allez indiquer que vous modifiez les pourcents. Donc ici, l'unité de mesure, c'est %. Et c'est chaîné, comme ça, oui, on va faire dans les deux sens la même réduction, que l'image ne s'écrase pas dans un sens ou l'autre. Et je vais coller la valeur que j'avais été trouvée grâce au navigateur de Photoshop, pas le navigateur web. Oui, parce que là, je parle de navigateur, mais il y a le navigateur de Photoshop, bien sûr, le panneau, et puis je parle aussi des navigateurs web. Ok. Donc, vous choisissez la méthode de réduction du nombre de pixels. Donc, on va pouvoir faire... comme il y a du grain, j'hésite... on va peut-être prendre tout simplement bicubique. On clique sur OK. On double-clique sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Donc je vois l'image à l'échelle, à la dimension qu'elle aura quand elle sera vue sur un site web, l'échelle 100%. Parce qu'un site web ne fait pas de zoom avant, zoom arrière. Enfin, le navigateur web peut le faire, mais la plupart des gens n'utilisent pas cette fonction. Mais alors, vous remarquez que le réglage de passe haut qu'on a réglé tout à l'heure, bah, il ne fonctionne plus. Hein. Ça nous donne un résultat quand même assez pourri, vous n'avez pas l'impression? Il fonctionnait sur l'image avec beaucoup de pixels, mais sur l'image avec peu de pixels, c'est quand même pas génial. On va quand même diminuer un peu ça, hein, parce que ça me semble quand même trop net. Hein. Donc, double-cliquez sur le mot passe haut dans la palette des calques et modifier le rayon. Voilà, ça, à 0,1, c'est l'image qui n'est pas rendue nette du tout. Elle est pas mal, hein, mais bon. Et puis 0,5, voilà, 0,5, je suis en train de créer en fait le dessin par passe haut. Hein. Il n'y a que les hautes fréquences qui restent là dans cette image grise, c'est-à-dire les détails. Puisque je vous ai dit dans le contexte de rendre nette une image, les hautes fréquences, c'est les endroits d'image où il y a beaucoup de détails. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une image petite sur le web, mais malgré tout, elle garde de la netteté, en fait. Hein. Voilà. Elle garde de la netteté. Bon. Tant que vous y êtes, vous pouvez regarder un truc, ici. Le masque, ici, concerne le filtre. Si vous cliquez sur lui, il est encadré. Et si vous dessinez en noir, avec un gros pinceau noir flou, comme ça, voilà, j'ai dessiné là-bas au fond
dans le masque, donc, hein, avec un gros pinceau noir flou, eh bien, dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Il faut faire autrement. Ouais, ça nous fait un problème. C'est un filtre qui ne réagit pas comme les autres. D'habitude, ça marche avec les autres filtres, mais celui-là, il va falloir faire autrement. Vous allez être obligé, si vous voulez que certaines parties de l'image ne soient pas aussi nettes qu'elles le sont actuellement. Et là, je voulais que le fond de l'image, le fond de la salle soit moins net, parce que c'est un peu bizarre, je trouve, que ce soit super net là-bas au fond. Il y a quand même de la profondeur de champ qu'il faut créer. Il va falloir ici ruser et ajouter sur le calque un masque de fusion en cliquant sur l'icône ici. Oui, je ne peux pas utiliser le masque de fusion du filtre dans ce cas-ci. Avec d'autres filtres, ça marcherait, mais pas celui-là. Il me fait un truc bizarre. Donc, on a activé la vignette ici, on a ajouté un masque de fusion. Il est encadré, on travaille bien sur lui. Et on passe au gros pinceau, et voilà, là ça marche. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais ici, pour les besoins de la démonstration, zoomer. Et je vais désactiver le masque avec la touche majuscule en cliquant sur lui. Voilà. Bon, c'est subtil, hein, mais on devrait voir que le fond de la pièce est moins net. Et ça, c'est intéressant quand vous mettez des filtres dans Photoshop sur une image, qu'ils ne s'appliquent pas sur toute l'image, en fait. C'est très intéressant qu'un filtre ne s'applique pas sur toute l'image parce que ça va donner de la richesse visuelle. Un filtre de netteté, ne le mettez pas de manière équivalente sur toute l'image. Faites en sorte qu'il n'agisse pas à certains endroits, ce sera beaucoup mieux. Et tant qu'à faire, autant que ce soit le fond de l'image, puisque on a l'habitude que le fond de l'image soit flou, profondeur de champ à la prise de vue. Je double-clique sur la loupe, voilà, ça c'est l'image vue telle qu'elle sera vue sur le web. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est toujours modifiable, passe haut. On peut toujours aller modifier la netteté. Ok, donc si j'enlève le calque là au-dessus, on voit l'image originale, et avec, on voit que ça devient plus net. Ici, c'est flagrant, hein, pour le dessin là, c'est flagrant que ça apporte quelque chose. Ça rend plus lisible les formes. Ok, je vais enregistrer ça. Alors on va réessayer sur la dame, tant qu'à faire. Donc c'était l'image Beautiful Face. Vous savez quoi? Au moment où on va refaire l'exercice du passe haut sur cette dame ici, on va en même temps enregistrer la création des calques. Comme ça, vous allez voir que ça permet en une fraction de seconde de demander à Photoshop de recréer des calques identiques sur une autre image. Il pourra même vous faire ça sur tout un dossier. Il pourra même vous faire ça sur tout un dossier et vous ouvrir pour vous les images et vous n'aurez plus qu'à modifier la valeur du passe haut. Ça fait une sorte de preset, quoi. Oui, c'est plus une macro, hein, parce que c'est une suite d'opérations. C'est pas vraiment un pré-réglage. Enfin, oui, on peut me demander un pré-réglage du passe haut et le modifier si nécessaire aussi. On est entre la macro et le preset, oui. Alors, on va aller chercher les actions dans Photoshop. Un menu fenêtre Actions. Alors depuis quelques années, on appelait ça les scripts en fait avant. Mais maintenant on appelle ça les actions. Parce qu'en fait les scripts dans Photoshop, c'est des actions fort évoluées programmées en JavaScript. On ne sait pas les faire soi-même sauf à être un pro de Photoshop et du JavaScript. Mais on sait en utiliser. Il y en a plein à récupérer sur le web, des scripts Photoshop. Mais les faire soi-même, c'est pas facile. Par contre, les actions, c'est très facile à faire. Ce sont juste des enregistrements de suites d'opérations dans Photoshop. Donc, attention à ça. Ça a changé de nom. Script et actions, ce n'est plus la même chose dans Photoshop. Ce qu'on va faire, c'est juste des enregistrements d'opérations pour pouvoir les réappliquer rapidement sur une autre image. Donc, tant qu'à faire, autant, quitte à accentuer par passe haut, ici, faire le test d'accentuation par passe haut sur la dame, je vais en même temps enregistrer les actions
pour pouvoir les répéter ailleurs. Alors, dans le panneau Action, vous avez une icône de dossier ici. Vous allez créer un dossier à votre nom. Enfin, vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais donner mon prénom et la date. Mais normalement, on donne des noms évocateurs du type d'action qu'on mettra dans le dossier, en fait. Par exemple, ça pourrait être les accentuations sur les images. Alors ça, c'est un dossier qu'on a créé, mais ce n'est pas encore une action. Il va falloir, dans ce dossier qui est actuellement activé, sélectionné, il va falloir créer une action, et ça, c'est avec le bloc de feuilles. Et là, je vous donner le nom que vous voulez. Je vais indiquer passe haut pour accentuation. Voilà, passe haut pour accentuation. C'est malin. Voilà. Et dès qu'on va appuyer sur enregistrer, la boule rouge ici la boule va devenir rouge. Ça veut dire que ça enregistre tout ce que vous faites. Même si vous avez plusieurs images sur l'écran et que vous passez de l'une à l'autre, ça va l'enregistrer. Attention, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on appuie sur enregistrer. Ça enregistre. Vous avez le temps de faire. Hein, c'est pas pressé. Et on va refaire les opérations qu'on a faites tout à l'heure sur l'intérieur du shop égyptien. On va faire la même chose ici sur la dame, c'est-à-dire on va prendre la vignette, l'amener sur le bloc de feuilles. Vous avez fait une copie. Et ça vient de vous indiquer dans le panneau action que vous venez de dupliquer le calque qui était activé. Ensuite, l'opération suivante, c'était de faire un clic droit sur la vignette du dessus et demander de convertir en objet dynamique. Voilà, là aussi, ça inscrit dans l'action qu'on vient de faire ça. Ensuite, on avait appliqué un filtre divers passe haut. Vous pouvez un peu jouer, si vous voulez, sur le filtre pour faire ressortir les détails. Voilà, le filtre passe haut a été appliqué. Et le calque, son mode d'application sur les pixels du calque d'en dessous doit être le mode incrustation. Ce sont juste des opérations mathématiques entre les pixels du calque et ceux d'en dessous, en fait, tout ça. Et ils ont donné des noms évocateurs du résultat. Incrustation, voilà. Ah oui, tant qu'on y est, on pourrait peut-être ajouter un masque de fusion sur le calque si jamais on doit faire en sorte que l'accentuation n'agisse pas à certains endroits. Donc je clique sur l'icône du masque, voilà. Et je pense que c'est fini. On peut appuyer sur le bouton de stop pour arrêter l'enregistrement. Bon. On va retrouver où ce dossier? Oui, pour l'appliquer. Mais toujours là. Parce qu'il y a un bouton de lecture, mais on l'appliquera sur une autre image. Dans un premier temps, on va voir ce qui se passe quand on règle le passe haut un peu différemment. Il faut vraiment trouver le bon réglage. Et ça va dépendre vraiment de la dimension à laquelle l'image va être utilisée. Bon, si vous réduisez la taille de l'image, ici on va le faire rapidement. Menu image, taille de l'image. Je vais mettre 20%. Donc 25 fois moins de pixels. Ça fait une image seulement de 563 pixels sur 422. C'est typiquement le genre d'image qu'on met sur un site web pour montrer la tête du membre du personnel, des membres du personnel ou des membres du club. Voilà. Je double-clique sur la loupe dans la palette des outils. Vous avez vu ce que j'ai fait. Donc image, taille de l'image, j'ai mis 20%. J'ai réduit l'image à 20% en largeur et en hauteur, ce qui nous fait, si je calcule bien, 25 fois moins de pixels. 25 fois moins de surface, 25 fois moins de pixels. Je double-clique sur la loupe de la palette des outils. Je vois l'image telle qu'elle est. C'est pas bon, le passe haut est trop fort. Il convenait pour l'image avec beaucoup de pixels, mais pas pour celle avec peu. Je double-clique sur le mot passe haut
dans la palette des calques et je vais régler. Voilà. Alors là, quand même, c'est intéressant. Vous voyez la différence? Au niveau des yeux, par exemple, ça a plus de présence, hein. C'est le petit détail qui tue. Pour les photos sur le web, quand vous voulez faire des photos, ou si vous vendez des produits, vous faites un produit, un site web de e-marketing, ça va aider ce genre de choses. Mettre en valeur les produits comme ça. Mais enfin bon, ne parlons pas de produits, c'est une madame. Quand même. J'ai extrapolé là. Voilà. Et si on veut que l'accentuation ne se mette pas à certains endroits, par exemple sur les cheveux, si je trouve, tiens, ça donne un aspect gras aux cheveux, d'avoir mis l'accentuation. Par contre, pour le reste, c'est bien. Mais on avait vu que le masque ici, on l'active, il est encadré. On prend le pinceau et on va dessiner en noir, de préférence avec des bords flous. On va les dessiner dans le masque. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est les pixels de l'image d'en dessous, l'arrière-plan non accentué en fait. Voilà. Si je désactive et réactive, oui. Vous devriez voir que sur les cheveux, ça change quelque chose, ça change quand même quelque chose sur les cheveux. Voyons un peu si j'arrive à zoomer correctement ici. Voilà. Sans avoir protégé les cheveux de l'accentuation, ça peut faire un truc bizarre, hein. Ok, je vais enregistrer l'image. Alors, voyons si on peut appliquer sur une autre image rapidement ce principe de l'accentuation. Bon, on va essayer sur un paysage. Alors, je me demande si je ne vais pas essayer sur celui-là. Je regarde si la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise, parce qu'on avait pris des mauvaises images. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Essayez sur l'image qui commence par Ask History. Voilà. Vous n'avez rien à faire. C'est Photoshop qui va travailler pour vous. Alors, dans la palette Action, il faut activer l'action qu'on a enregistrée. Donc, c'est-à-dire pas le dossier. C'est pas une action, ça c'est juste pour classer les actions. On active l'action. À l'intérieur, vous avez toutes les actions qu'on a réalisées. Mais c'est l'action générale, c'est, je veux dire, action au terme Photoshop que j'active là. Et on va lancer la lecture. Mais ce qui serait intéressant, c'est que la palette des calques soit affichée en même temps. Menu fenêtre calque, voilà. Actuellement, je n'ai qu'un seul calque. Et dès que je vais appuyer sur le bouton lecture ici, ça va travailler et ça va faire les calques. Voilà, c'est fait. Donc, bah oui, il travaille vite, Photoshop. Hein. Un peu moins vite quand c'est des images assez lourdes, mais quand même. Donc, il me reste juste à double-cliquer sur le filtre passe haut et régler, de manière à obtenir l'accentuation des détails qui me plaît. Oui, on pourrait même faire une accentuation différente sur les montagnes et sur les arbres. Il suffirait de dupliquer. Après, vous extrapolez, vous voyez. Ok. Donc, les arbres sont plus nets, là. Tout est plus net, en fait. Hein. Quand on enlève l'œil, ça se voit qu'on a amené de la netteté. Si, à certains endroits, c'est ennuyeux que ce soit net, on sait qu'il suffit d'activer le masque de fusion du calque, ici, et dessiner au pinceau en noir. Ou en gris, hein, si on veut que ce soit à moitié net. Voilà. Donc dans ce cas-là, grâce au trait noir que j'ai fait là, la montagne n'est pas nette. Et ça peut donner de la profondeur dans l'image, comme on avait dit. Il ne faut pas que tout soit net partout, sinon c'est foireux. Donc génial, vous avez vu que on peut améliorer sa productivité, être plus rapide grâce aux actions enregistrées.
Et lorsque vous voudrez le faire sur un dossier, ce sera par ici en fait. Menu, fichier, automatisation, traitement par l'eau. Mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'il vaut mieux avoir transformé, grâce au fichier script processeur d'image, il vaut mieux avoir transformé tout le dossier en image Photoshop. Sinon, si vous faites, si vous appliquez sur tout un dossier d'image des scripts, des actions, je veux dire, qui créent des calques, et que les images étaient dans un format qui n'accepte pas les calques au départ, comme le JPEG, ça va bugger. Donc, c'est pas si simple que ça d'arriver à appliquer une action enregistrée sur toute une série d'images. Il y a quand même quelques endroits où ça peut bugger. Alors, si tu fais ça sur des images qui sont en RAW, il faut avoir passé une action qui les met dans un fichier Photoshop. Les images vont aller sur un calque Photoshop. Oui, mais ça je peux te montrer comment on fait. Éventuellement, ça je peux montrer. Alors, on va fermer l'image ici et l'enregistrer. Et alors, on va maintenant voir que le filtre passe-haut qui nous a servi à mettre de l'accentuation sur les images, et bien, il peut faire l'inverse aussi. Il peut faire du lissage. Et très intéressant pour lisser le grain de la peau notamment. Alors, voyons sur quelle photo on va faire ça. Ben, essayons sur IMG 18 ici. Alors, je vais faire édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Non, ça a été, il n'y a pas de problème. À mon avis, l'image contient le profil sRGB. Déjà, c'était bon, au niveau des couleurs. Bon, je sens qu'après avoir réglé le problème du lissage de la peau ici, on fera une petite correction couleur avec la pipette grise pour neutraliser. Pour essayer de voir si on ne peut pas trouver une solution pour que les couleurs soient un peu plus naturelles du visage ici. Bien, donc il y a du grain et on va voir si on peut lisser. Et pour faire ça, ça va commencer comme tout à l'heure. J'ai plus besoin du panneau action, je vais le fermer. C'est-à-dire, ça commence comme tout à l'heure, on duplique le calque d'arrière-plan. Alors la technique qu'on voit ici, c'est donc le lissage par le passe-haut. Il y a une technique plus évoluée qui s'appelle donc la séparation de fréquences. Il faut quand même quelques heures pour apprendre à l'utiliser. Elle est un peu mieux, mais la différence de qualité ne se justifie pas. Franchement, faites cette technique-ci pour lisser la peau, c'est bien. Alors, il va falloir inverser les luminosités sur ce calque. On va faire un négatif. Sans le convertir en objet dynamique. Je fais vraiment le négatif sur les pixels. Menu image, réglage, négatif. Voilà. Et la suite va ressembler à ce qu'on a fait quand on faisait de l'accentuation de détail. Sauf qu'ici, on veut faire du lissage. C'est la raison pour laquelle on a inversé le contenu du calque. Sur le calque, maintenant, vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on va mettre un filtre de passe-haut sur ce calque. Menu filtre divers passe-haut. OK. Et on le fait passer en mode incrustation, ce calque. Alors, résultat, est-ce que ça lisse? Si j'enlève l'œil en face du calque, ben oui, on voit que ça lisse. Maintenant, je vais double-cliquer sur le mot « passe-haut » dans la palette des calques.
et régler correctement le passe haut, parce que tout à l'heure je ne voyais pas l'image en couleur, je ne savais pas vraiment régler. Mais ici je peux modifier et trouver le rayon qui fait du lissage. Bon, il a quand même beaucoup de rides, hein. En général on fait ça sur des dames et elles ont moins de rides. Parce qu'il y a déjà le maquillage qui en enlève. Voilà, bon, 3,9, ok. Ça va? Alors, sur le calque ici, vous allez ajouter un masque de fusion qui masque tout. C'est-à-dire qu'on enfonce, donc sur le calque du dessus, on enfonce la touche Alt quand on clique sur l'icône du masque. Et vous avez un masque rempli de noir, il masque tout. Donc il n'y a aucune accentuation, aucun lissage, je veux dire, dans ce cas-ci, aucun lissage qui se fait sur la photo. Et on va dessiner en blanc, voire même en gris, sur les parties de la photo qui doivent être lissées. Ah mais ça, quel gris faut prendre, c'est vous qui allez décider. On va voir si on peut faire apparaître la palette couleurs de Photoshop, la nouvelle palette couleurs. Donc, menu fenêtre couleurs. Vous pouvez l'agrandir. Vous avez bien les gris qui sont là. Ah, tiens, on va voir si on sait mettre niveau de gris. Non, niveau de gris ici, ça n'ira pas. Cube de teinte, c'est mieux. Voilà, vous allez devoir choisir des gris qui sont sur la partie gauche du panneau couleur, en fait. Ceci dit, ce panneau couleur, il y a un raccourci pour le faire apparaître aussi à n'importe quel moment sur l'image. Je n'utilise pas le raccourci, mais il y a un raccourci qui permet de le faire apparaître à n'importe quel moment. J'aime autant l'avoir en permanence là et aller choisir. Voilà. Évidemment, si on veut que ça lisse complètement, on dessine avec du blanc. Voilà, je vais essayer avec du blanc. Là, voilà, je passe sur les rides et on voit qu'elles s'en vont. Enfin, elles s'en vont, elles sont atténuées en tout cas. D'accord? Mais là, je suis en train de dessiner avec du blanc. Je vais annuler. Commande Alt Z plusieurs fois. Voilà. Bon, je vais plutôt essayer avec du gris, comme ça, ça fait un mélange entre la version... la photo avec des rides et la version sans rides, là, le calque du dessus. Il faut que ça reste naturel en fait. Hein. On atténue les rides, mais on ne va pas les enlever complètement ici. S'il fallait les enlever complètement, c'est un gros boulot. Parce que il a quand même vécu. Hein. De toute façon, il ne faut pas enlever les rides ici, surtout sur les hommes, ça enlève la personnalité. Ça fait... Mais ce qu'il y a, c'est que bon, c'est une photo et ça a tendance à faire ressortir les détails. Donc on peut peut-être se permettre de faire un peu de retouche, ce n'est pas mentir. C'est juste, ça fait juste partie du processus photographique, c'est ce qu'on va se dire, on va se convaincre comme ça. Hein. Bon, alors voyons ça. Ok, voyons ce que ça donne quand on enlève l'œil en face du calque du dessus. Ouais, on voit la différence quand même. Ok, donc retouche rapide, c'est le genre de truc qui prend pas longtemps non plus, hein. Moins de 2 minutes par visage. Hein. À partir du moment où vous utilisez une action pour créer les calques. Donc ça aussi, il faudrait l'enregistrer en tant qu'action pour pouvoir le réutiliser ailleurs. On ne va pas le faire, mais vous connaissez le principe maintenant. Alors par-dessus ça, je vais aller mettre un calque de type courbe. Et je vais voir si en utilisant la pipette grise, on n'arrive pas à modifier un peu rapidement la couleur. Ah, voilà, quand même. Vous voyez, avec la pipette grise du réglage des courbes, je clique sur les cheveux gris et
ça devient peut-être un peu plus naturel. Je suis en moyenne 31 par 31. Hein. Je vous rappelle que je ne suis pas en moyenne ponctuelle. Bon, faut pas qu'il devienne trop gris non plus. Hein. Voilà. Est-ce que ça c'est pas mal? Si, oui, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc réglage des courbes rapides. Et je vais enregistrer. Quand je voyais son visage jaune comme ça me rappelait quand j'étais petit à la télévision, les films américains, il y avait souvent un problème de transfert entre le NTSC américain et le PAL. Et donc les gens avaient l'air jaunes. Ça vous rappelle quelque chose? On voit encore régulièrement ça, de temps en temps, des problèmes de conversion NTSC vers le PAL. Et quand on voit des images qui viennent des États-Unis, surtout les images des journaux, hein, on a les personnes qui ont vraiment la peau jaune. Et l'anecdote, c'est que ma grand-mère, qui n'avait pas beaucoup voyagé, elle croyait que les Américains avaient la peau jaune. Tellement on voyait souvent à la TV les Américains avec la peau jaune. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont d'origine irlandaise en plus, c'est très loin de la peau jaune. Hein. Mais bon. Ok. Alors on va passer vers l'image DC2306. Ce qu'on va voir ici, c'est comment améliorer la perception de qualité d'une image par une simple astuce en fait. Remettre les verticales bien droites. Ok. Alors dans la palette des calques, on double-clique sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Et puis on va faire CTRL-T sur le PC, COMMAND-T sur le Mac. Alors pour corriger les perspectives, voire même les angles, les grands angles, il y a des systèmes dans Photoshop. On peut corriger un grand angle, le neutraliser, remettre les droites bien droites. C'est un peu plus compliqué. Ici c'est très rapide ce qu'on fait ici. Quand vous avez des fouillantes comme ça, une perspective vers le haut, et qu'elle n'est pas trop importante, ça peut être intéressant de remettre les verticales bien verticales dans la photo. Donc vous êtes allé chercher, vous avez double-cliqué sur le calque pour le déverrouiller, vous êtes allé chercher édition, transformation manuelle, et vous enfoncez maintenant la touche commande sur le Mac ou la touche contrôle sur le PC, et vous allez pouvoir bouger les poignées du dessus à gauche et dessus à droite pour remettre les choses un peu droites. Bon, il y a quand même de la courbure ici dans l'image, mais c'est quand même un peu mieux. Évidemment, on perd des informations qui sont difficiles. Oui, ce serait difficile de faire autrement ici. Et je valide avec la touche entrée ou le petit V là au-dessus. Et donc si je fais un commande Z, on voit l'avant-après et il me semble que c'est quand même mieux quand les verticales sont verticales. Ça donne un côté plus professionnel à la photo en fait. Alors ici je vais mettre un calque de type un calque de réglage de type niveau par-dessus parce qu'il y a clairement un problème de luminosité. Calque de réglage de type niveau. Et je vais aller voir, puisque c'est une image couleur, je ne m'attaque pas directement à ceci. Je dois aller voir sur chacune des couches. Voilà, rouge, vert, bleu. Donc clairement, ici, les parties les plus foncées de l'image ne sont pas exploitées. De l'image numérique, je veux dire les possibilités de l'image numérique. Donc je vais resserrer l'histogramme du rouge vers le bas de la montagne ici. L'histogramme du vert, j'essaye aussi. L'histogramme du bleu. Voilà. Je regarde sur l'image, je vais modifier un peu en regardant sur l'image. Pour essayer d'équilibrer, que ce ne soit pas trop rouge, vert ou bleu. Et en même temps, choisir l'ambiance colorée que je veux donner. Et voilà.
Donc, correction rapide. Bon, bien sûr, les parties les plus foncées sont devenues très foncées, en fait, hein, suite à ça. Voilà. Donc j'ai le masque du réglage et je peux éventuellement au pinceau aller dessiner en gris pour faire réapparaître partiellement. Voilà, vous voyez? Au pinceau, en dessinant en gris, donc pinceau normal 100%, je dessine au pinceau normal en gris, et le réglage n'agit que partiellement à ce moment-là, aux endroits où je passe. Je vais faire la même chose ici sur cette partie-là qui contient du détail et on ne le voit plus. Est-ce que c'est important ou pas? Ben, à vous de voir. Voilà. Donc, on a une correction globale pour améliorer l'image et on peut éventuellement aller faire réapparaître un peu de détail dans les parties foncées. Voilà, si nécessaire. D'accord. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir avec Photoshop. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. N'oubliez pas qu'on peut faire des droites avec clic, majuscule, clic, ça peut aider aussi pour ce genre de choses. Mais donc voilà. On peut récupérer un peu. Et encore, là, j'ai pas changé le type de grille avec lequel je dessine. Mais bon, c'est pas mal. Si j'enlève le masque, enfin si je désactive le masque avec la touche majuscule, vous allez tout de suite voir que le réglage niveau que j'avais fait, il faisait quand même des gros pâtés noirs. Voilà, à certains endroits. Est-ce que c'est bien ou pas de récupérer de la lumière dans les parties sombres? À vous de voir. Une photo très contrastée, ça peut être bien aussi. Ok, on va enregistrer l'image. Alors voilà, on va faire du détourage à la plume. Donc ici, on va aller chercher un aspirateur parce que c'est une des formes les plus simples qui existent pour commencer à faire du détourage. C'est pas mal. Bon, on pourrait faire ça sur une pomme ou sur des fruits et sur des poires, mais c'est plus sympa avec l'aspirateur. On va pouvoir faire un photomontage après avec... donc vous tapez vacuum cleaner et public domain entre guillemets et vous devriez tomber sur cette image de vieil aspirateur suppositoire. Donc vous faites... commande-clic sur le Mac sur l'image, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Contrôle-clic sur le PC bien sûr. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur afficher l'image pour vraiment afficher l'image en grand. La voilà, avec tous ces pixels. Et clic droit, enregistrer l'image sous pour la mettre sur le disque dur. Et on va faire le détourage donc, de cet aspirateur sans son support métallique, là, juste la forme de l'aspirateur. J'aurais pu vous demander de détourer ça, mais c'est un peu plus compliqué en fait. Que l'aspirateur, il y a plein de petites formes. Ça reste très simple comme tracé de détourage, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Les tracés de détourage, c'est génial pour faire des sélections sur des objets qui ont des formes pures, comme des voitures, des aspirateurs, des objets industriels, mais aussi dans la nature, bien sûr, on retrouve des objets à forme pure. Dès que les courbes sont pures et qu'on doit vraiment conserver la pureté des courbes, c'est ce qu'il y a de plus facile. Bon, la sélection peut se faire aussi au pinceau, avec sur un objet à forme pure, mais ce sera beaucoup plus difficile qu'avec la plume. La plume, c'est vraiment l'outil typique de Illustrator, en fait. Donc, on le trouve ici dans Photoshop. Si
Si vous maîtrisez la plume dans Photoshop, c'est utile parce que vous aurez facile pour passer à Illustrator. Voilà, j'ai ouvert donc l'image dans Photoshop, je vais dans la palette des calques et je vais mettre par-dessus le calque de l'image, je vais mettre un calque de réglage de type niveau parce que je vais m'en servir en fait pour affadir l'image juste le temps que je fasse le tracé à la plume. Je verrai mieux mon tracé à la plume sur une image qui est affadie. Donc vous bougez le curseur de l'indicateur noir là, du bas, vous redéfinissez l'intensité des tons les plus sombres de l'image en fait. Et vous allez jouer aussi sur l'intensité des tons moyens, c'est cet indicateur gris là au milieu. Donc en jouant sur ces deux indicateurs, vous allez pouvoir vraiment recréer l'effet d'une feuille de calque posée sur une photo. Comme quand on redessine au crayon sur une feuille de calque, on redessine une photo. Et bien là, c'est pour mieux voir les tracés qu'on va faire. Voilà. Donc évidemment, ce calque, on va l'enlever après. Une fois que le tracé aura été fait, on va enlever l'œil en face de ce calque de réglage et on n'en aura plus besoin, en fait. C'est vraiment pour nous aider à bien tracer les choses. Alors, on va aller chercher la plume dans la palette des outils. Et alors, on va enfoncer la touche verrouillage majuscule sur le clavier quand on va utiliser cet outil, de manière à avoir le pointeur précis. Vraiment pour voir où on pose les points. La touche verrouillage majuscule, c'est une touche qui pose problème à beaucoup parce que quand il travaille au pinceau, par exemple, avec la touche verrouillage majuscule, le caps lock enclenché sur le clavier, eh bien, ça fait disparaître la forme de la brosse. Mais là, ça nous intéresse, vous voyez, ça amène une petite croix, c'est le pointeur précis. Donc on m'appelle régulièrement pour un problème Photoshop, la forme de la brosse a disparu, comment faire, ça c'est à cause de quoi? Photoshop bug, ben non, c'est la touche verrouillage majuscule, c'est le pointeur précis. Alors on va faire ensemble le tracé autour de l'objet. Donc on va y aller petit à petit. Alors la méthode que je vais vous expliquer ici, c'est la méthode de Adobe. La méthode préconisée par Adobe pour faire des tracés vectoriels. C'est-à-dire que pour chacun des segments courbes du tracé, il n'y aura en réalité véritablement qu'une tangente qui va déterminer la courbe. Il y a d'autres méthodes qui existent où on utilise deux longues tangentes pour chaque segment courbe et c'est vraiment la foire pour arriver à faire quelque chose de correct. Donc franchement la méthode que je vais expliquer ici elle est pas mal, c'est la méthode de Adobe je vais poser un premier point sur le bord de l'objet. Bon, n'oubliez pas qu'avec la barre d'espacement sur le clavier, vous pouvez bouger la fenêtre, vous pouvez bouger l'objet, l'image sur l'écran. Il faut y avoir zoomé en avant, bien sûr, pour bien faire les choses. Alors là, j'ai posé un premier point sur le bord de l'objet. Je m'éloigne plus loin sans enfoncer la souris. Et à cet endroit-là, par exemple, qui me semble être un point intéressant, pas trop proche, pas trop loin du premier. Ça, avec le temps, ça se sent, où il faut mettre les points. Vous allez faire un petit cliquer, glisser. Vous gardez le bouton à la souris enfoncé et vous bougez un peu et une tangente apparaît, une petite tangente. Donc il ne faut pas la faire plus grande. Contrairement à ce que certaines personnes vous expliqueront, ne faites pas la tangente plus grande. C'est la technique de Adobe pour créer les tracés, c'est la technique de la micro-tangente. Là, j'enfonce la touche commande sur le clavier du Mac, contrôle sur le clavier du PC, et j'obtiens la flèche blanche qui va me permettre de repositionner la tangente, la poignée de tangente. Voilà. Vous avez remarqué que la petite tangente, je l'avais faite dans le sens de création de l'objet, en fait. Hein. On va en reparler un peu plus loin. Mais voilà. C'est donc forcément, dans ce cas-ci, la poignée de tangente du haut que je repositionne. J'ai aussi la possibilité de repositionner le point lui-même, si je veux, toujours avec la touche commande du Mac, contrôle du PC enfoncé. Il ne faut pas quitter l'outil plume dans la palette des outils, sinon ça va indiquer à Photoshop que vous avez terminé de faire le tracé. Et quand vous allez revenir dessus, ça va être un peu compliqué, il va falloir lui indiquer que vous voulez continuer le même tracé et pas en recommencer un deuxième, en réalité. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise le raccourci clavier pour appeler la flèche et je ne vais pas dans la palette des outils pour aller la chercher en fait. Je reste avec la plume activée dans la palette des outils. Là, un peu plus loin, je vais aller faire à nouveau une petite tangente par cliquer et glisser. Voilà.
vous voyez que je dessine je vais dans le sens de la création de l'objet. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand j'ai cliqué, j'ai vraiment fait un cliquer-glisser vers le bas. Toujours le même principe, hein, donc petite tangente, enfoncer la touche commande du Mac, CTRL PC, bouger la poignée qui est celle d'avant, hein, pas celle qui est la plus proche de la fin de l'objet. Voilà, là cette petite boursouflure, je ne vais pas m'en occuper. Je passe outre, voilà. Et je continue, micro-tangente, barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre, micro-tangente, touche commande, bouger la tangente, micro-tangente par clic et glisser, touche commande, bouger la poignée de tangente. Voilà, ça va très vite en fait. Et on arrive à un endroit là, c'est un endroit où il y a une cassure dans la silhouette de l'objet. Mais je fais quand même ma petite tangente comme ça. Alors comment faire? Eh bien, dans ce cas-là, puisqu'il y a un changement de direction dans la silhouette de l'objet, je vais enfoncer la touche Alt et je vais aller casser la tangente en prenant la poignée là, la dernière, voilà. Touche Alt, cliquez, glissez, la tangente se casse, je la redirige dans le sens où ça doit aller, pas n'importe où, vraiment dans le sens où le tracé va continuer. Voilà. Et puis plus loin, je vais continuer à faire une petite micro-tangente, cliquez, glissez, voilà. Touche commande, enfoncer, c'est la flèche blanche, j'ajuste. Et voilà. Et je termine tranquillement mon tracé. Barre d'espacement pour bouger l'image sur l'écran. Voilà. Cliquez, glissez, touche Alt, je casse la tangente. Cliquez, glissez, touche Alt, je casse la tangente. Cliquez, glissez. Oui, parfois on fait des clics quand c'est des droites. Cliquez, glissez, touche commande, j'ajuste. Cliquez, glissez, touche commande, j'ajuste. Clic. Cliquez, glissez, touche commande, j'ajuste. Cliquez, glissez. Barre d'espacement. Cliquez, glissez. Ajuster avec la touche commande, éventuellement la courbure. Donc, chaque segment courbe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque segment courbe est influencé par une grande moitié de tangente et non pas par deux comme dans certaines méthodes qui vont vous compliquer la vie. Vraiment, cette méthode de la micro-tangente, il y a une petite tangente qui est là, mais elle n'influence pas tellement la courbe, c'est vraiment la grande là qui influence. C'est la méthode de Adobe, c'est bien. Ils savent de quoi ils parlent, c'est eux qui ont inventé le PostScript et le dessin vectoriel. Enfin, bon, il y a Pierre Bézier qui est à la base de cette technique en industrie automobile. Mais dans l'infographie, c'est quand même Adobe qui a joué un grand rôle pour le dessin vectoriel 2D comme ça. Je suis revenu sur le premier point que j'avais créé. Il y a une petite rondelle qui était apparue qui m'indiquait que je fermais. J'ai cliqué et voilà. J'enregistre le fichier, il s'enregistre au format Photoshop, non pas parce qu'il y a un tracé dedans, parce qu'en fait les tracés on peut en mettre dans des images JPEG, ça pose pas de problème. C'est parce qu'il y a un calque de réglage de type niveau qui affadit l'image là au-dessus. C'est pour ça que j'ai dû enregistrer au format Photoshop et il m'a pas donné le choix. Oui, on peut mettre des tracés dans des images JPEG et faire des mises en page de magazines avec des images JPEG. Le tracé va servir à faire disparaître le décor autour de l'objet. C'est une manière de faire. Un tracé, ça peut servir aussi, et c'est ce qu'on va faire après, à générer une sélection pour continuer le travail dans Photoshop, mettre l'objet sur une autre image, par exemple. On va tout à l'heure générer une sélection et la transformer en masque de fusion du calque et transporter le calque avec son masque vers une autre image, vers un décor, pour faire une espèce d'ovni sur une route enneigée. Alors, vous voyez qu'il y a également un trou entre la poignée et le corps de l'aspirateur. On va s'en occuper, mais dans un premier temps, je fais apparaître la palette des tracés. Je vais dans le menu Fenêtre, Tracés. Dans le menu Fenêtre, Tracés, vous voyez où notre tracé est arrivé, en fait. Où est-ce qu'il se stocke, où est-ce qu'on le gère. Je vais dans le menu de la palette des tracés jusqu'à Options de panneau. Je vais aller demander d'avoir des grandes vignettes, ce sera plus simple pour que vous puissiez comprendre.
Voilà. Donc menu de la palette des tracés, option panneau. Et c'est un tracé de travail. Il faut savoir que si je refais un travail maintenant à la plume, ce tracé de travail va disparaître. C'est pour ça que je le déplace vers le bloc de feuilles dans le bas de la palette des tracés pour en faire un tracé permanent qui va s'appeler tracé 1. Attention, tracé de travail, danger. Il y a un risque que dès qu'on retravaille avec la plume, tout disparaisse, tout le travail qu'on a fait avant disparaisse. Donc, transformer la vignette comme ça en tracé permanent, ça peut se faire avant de dessiner avec la plume. Bon, là, je l'ai fait après. Oui, il suffit avec le petit bloc de feuilles de créer une vignette vide et d'en faire une vignette permanente en la déplaçant vers le bloc de feuilles s'il faut. Et voilà, et on dessine à la plume et ça arrive dedans. Mais là, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé à dessiner à la plume sans m'être soucié de la palette des tracés. Et donc, ça m'avait fait tout seul une vignette tracé de travail que j'ai dû convertir en tracé permanent. Alors, on va s'intéresser aux trous. Alors, je clique, un premier point. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Clique et glisser. Touche commande, j'ajuste la tangente. Clique et glisser plus loin. Touche commande, j'ajuste la tangente. Clique et glisser. Ah, je le déplace là, voilà. Il sera mieux là. Avec la touche Alt maintenant, je vais casser la tangente. Faire rediriger dans le sens où ça doit aller. Et je vais plus loin. Clique et glisser. Voilà. Clique et glisser. Et je termine le tracé. La petite rondelle est apparue qui m'indique que je ferme le tracé. J'ai donc une portion de tracé qui est à l'intérieur d'une autre et Photoshop est d'office réglé pour que ça fasse des trous. Quand deux tracés se superposent, le tracé là où ça se superpose, en fait, ça fait un trou. Donc, c'est réglé comme ça. Les opérations booléennes de Photoshop sont réglées comme ça. C'est là au-dessus dans les options. On voit que c'est réglé comme ça. Exclure les formes se chevauchant. Il y a d'autres opérations booléennes possibles, mais c'est plus rare quand on les utilise avec les tracés. Je vais enlever l'œil en face du calque qui affadissait, parce qu'il me servait juste à dessiner le tracé, mais j'en ai plus besoin. Et je vais générer une sélection au départ du tracé, en enfonçant la touche commande du Mac ou CTRL du PC et en cliquant à cet endroit-là de la vignette du tracé. Donc on voit qu'une sélection a été créée sur l'image. Et la sélection, la petite sélection à l'intérieur, c'est vraiment un trou. C'est pas une sélection réellement, ça fait un trou. Ensuite, je vais transformer cette sélection en un masque de fusion. Bon, techniquement, il est possible de mettre un tracé directement sur une vignette de calque. C'est ce qu'on appelle un masque vectoriel. Mais ici, c'est une formation pour débutants, donc je vais simplifier les choses. Je génère une sélection au départ du tracé, c'est ce que j'ai fait avec la touche commande du PC, commande du Mac ou CTRL du PC, en cliquant sur la vignette du tracé. Et puis, je vais dans Menu Calque, Masque de fusion, faire apparaître la sélection. Donc le calque d'arrière-plan est bien activé là, et voilà, la sélection disparaît de l'écran et elle est transformée en masque de fusion qui ne fait apparaître que ce qui devait apparaître. Donc on ne joue pas avec les masques vectoriels ici. Je ne vous conseille pas de travailler avec des masques vectoriels dans un premier temps quand vous êtes débutant dans Photoshop parce que c'est un peu chipot, il y a des pièges. Autant faire ça en deux étapes. Générer la sélection avec la touche commande du Mac, CTRL du PC en cliquant sur la vignette du tracé. Puis, menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection et vous avez un masque comme si on l'avait dessiné au pinceau, mais sauf qu'il est super net. Les courbes sont vraiment pures. Essayez de faire ça au pinceau, des courbes aussi pures. C'est ça l'intérêt d'avoir travaillé avec les vecteurs. Même si au final, on n'utilise pas les vecteurs, on utilise un produit, le masque de fusion, qui a été produit par les vecteurs. J'enregistre le fichier, je vais changer légèrement le nom, comme d'habitude, à la fin du nom. J'ai mis un petit -02. C'est une habitude. Et là, on va pouvoir déplacer vers une autre image cet aspirateur. On va aller chercher une image d'un décor de neige. Et pour la première fois, je vais vous montrer comment déplacer une image, un objet vers une image sans les mettre côte à côte. Elles vont être sous forme d'onglets, vous allez voir. Donc vous allez ouvrir cette image-là, ou n'importe quelle image d'ailleurs, hein,
Mais enfin, pour l'exercice, j'utilise celle-là, l'image Iceland. Alors, vous avez l'objet que vous avez détouré au tracé et que vous avez... Et le tracé, vous avez généré une sélection au départ du tracé, puis vous avez transformé la sélection en masque de fusion. Voilà. Bon, et puis vous avez ouvert l'image ici. On va déplacer l'objet vers l'image avec l'outil de déplacement. Alors pour la première fois, on ne va pas mettre les images côte à côte. On va les garder sous forme d'onglets. Vous les voyez, les onglets? D'accord. Vous prenez l'outil de déplacement. Est-ce qu'il faut faire une sélection ou pas? Ben non. Si vous faites une sélection, ça va tout faire foirer. Il n'y a pas besoin de sélection pour déplacer l'objet, puisque en fait, on déplace la totalité du calque. Vous cliquez sur l'objet, vous amenez ça sur l'onglet du décor. Le décor apparaît. Vous déplacez l'objet vers le décor. Et voilà. C'est ça le principe. Allez sur l'onglet du décor, puis redescendre sur l'image, et voilà, on a transporté l'objet. Bien. Alors, l'objet est grand par rapport au décor, enfin c'est le décor qui est trop petit. Normalement, on devrait jeter l'objet et multiplier les pixels du décor et puis ramener l'objet. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre tout ça dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et là, on va pouvoir réduire l'objet. Parce qu'en fait, tous les pixels de l'objet vont rester dans l'objet dynamique. C'est le principe. Je crois qu'on avait vu ça quand on avait travaillé sur l'éléphant. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. L'image de l'aspirateur et le masque de fusion sont allés dans un objet dynamique. Je zoome en arrière, Alt roulette, et je fais une transformation manuelle, commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Pourquoi est-ce que je fais ça? Zoomer en arrière, parce que ça dépasse, hein. L'objet dépasse. Touche majuscule et Alt, enfoncé, je prends une poignée du coin et je réduis. Et je valide. Voilà, donc si on zoome sur l'objet, on va voir qu'au niveau de la netteté, on a perdu de la netteté. Il est composé de moins de pixels, mais si à un certain moment je multiplie les pixels de mon photomontage ici, les pixels, le détail de l'objet va réapparaître en fait. Parce qu'il est sur le calque. Tous les pixels originaux de l'objet sont dans le calque. Ok, je vais encore le réduire. Encore une petite transformation manuelle. Je voudrais à peu près à la taille d'une voiture, là, sur la route. Voilà. Bien. Donc là, encore réduit, on voit hein, dans cette image-là, le bouchon, par exemple, qui était bien net tout à l'heure, il est pixelisé ici. C'est tout à fait normal, mais étant donné qu'avant de réduire l'objet, je l'ai mis dans un objet dynamique, en augmentant la dimension de l'image, le nombre de pixels de l'image, ça va réapparaître, le détail va réapparaître, ça c'est une bonne astuce aussi. Alors je vous laisse faire une ombre sous l'objet. On a vu comment faire. Hein. Pour quand même donner l'impression qu'il est posé sur le sol. Voilà. Ah tiens, j'ai pas fait l'ombre en noir. Ok, je vais recommencer. C'était pas vraiment du noir qui était dans la... Voilà, là c'est vraiment du noir, ok. Alors, au pinceau, je clique. Transformation manuelle pour écraser l'ombre. La placer sous l'objet. Et voilà. Bon, si on veut donner l'impression qu'il survole le sol, évidemment, on met l'ombre éloignée. Et ça le fait. Ça peut donner l'impression qu'il est en train de flotter au-dessus du sol. Ça peut être sympa, ça.
Sinon, si on veut donner l'impression qu'il est posé, il faut vraiment la mettre en dessous. Voilà. Je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Et on va voir si on peut augmenter l'intégration de l'objet dans le décor. Parce que, ouais, c'est pas mal là, mais peut-être qu'on peut faire plus réaliste, donner vraiment l'impression que l'objet était dans le décor. Et pour faire ça, on va faire un réglage de contraste et de couleur sur l'objet, un autre contraste de couleur et un autre réglage de contraste et couleur sur le décor. Et puis il faudra faire un autre réglage sur le tout, sur tout le photomontage. Ça, c'est la bonne astuce. 3 réglages pour arriver à intégrer un objet dans un décor facilement. Voilà. On doit encore se voir. Donc, on va faire la correction couleur. Donc, au-dessus du calque qui contient l'objet, je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Également, au-dessus du calque du décor, je mets un calque de réglage de type courbe. Voilà. Ça marche? Activer le travail sur le calque de courbe au-dessus, bah, ça veut dire simplement cliquer sur la vignette, quoi. Je double-clique sur la partie gauche ici pour faire apparaître le panneau propriété, qui est peut-être déjà apparent chez vous. Et alors, vous allez faire ceci, vous allez mettre un point, 2 points sur la ligne droite, et vous allez les bouger, comme ceci, pour faire une forme en forme de S, comme ça par exemple. Voilà, vous voyez que ça contraste tout. Bon, sauf que ça contraste l'objet, mais également le décor. Et en fait, ce calque, il est censé travailler seulement sur l'objet. Donc, vous remarquez ça, hein? Quand on enlève l'œil en face, on voit clairement que le décor et l'objet sont modifiés par ce réglage. Donc, pour que ça n'agisse que sur l'objet, vous allez faire un truc qui n'est pas facile pour certaines personnes, ils ont du mal parfois. Concentrez-vous. Vous enfoncez la touche Alt et vous la gardez enfoncée. Sans enfoncer le bouton de la souris, vous mettez le pointeur entre les deux vignettes. Et à un certain moment, vous voyez apparaître cette icône bizarre. Vous ne bougez plus la souris. C'est ça l'astuce. Parce qu'il y en a qui bougent la souris pendant qu'ils vont cliquer, mais non. Il faut ne plus bouger la souris et cliquer. Et voilà. Voilà. Parce que si vous bougez la souris pendant que vous cliquez, vous allez faire une copie du calque. Voilà. Et ça, il y en a qui ont du mal. Et après, on peut lâcher la touche Alt et vous voyez que le réglage de contraste ici n'agit que sur l'objet. Comme la petite flèche l'indique là. On aurait pu aussi mettre les deux calques dans un groupe et faire en sorte que le groupe soit en mode normal, comme on avait fait hier, vous vous souvenez, pour qu'un calque de réglage dans un groupe n'agisse que sur le contenu du groupe. C'est une autre solution ici, très connue. Ok, alors, vous réglez le contraste sur l'objet. Remarquez qu'on n'a pas utilisé du tout le calque de réglage qui s'appelle luminosité contraste, parce qu'en fait, il ne faut pas l'utiliser, parce que c'est pour les débutants. Ceci fonctionne bien. Vous allez dire, vous êtes débutant, mais c'est vraiment pour les débutants, pour le PP qui fait du Photoshop le dimanche, en fait. Hein. Le calque de réglage de type luminosité contraste, vous n'utilisez pas, vous avez la même chose ici en mieux. Parce qu'on peut mettre jusqu'à 16 points sur la courbe pour vraiment contrôler la luminosité. Bon, déjà 2, c'est pas mal ici. Vous remarquez que j'ai fait une courbe un peu bizarre en forme de S inversé pour enlever du contraste sur l'objet finalement. Bon, même chose pour le décor, je clique sur le calque du décor et je vais mettre 2 points dans le réglage de courbe pour modifier le contraste du décor. Et puis je vais faire un petit aller-retour comme ça entre le décor et l'objet pour modifier l'un et l'autre pour arriver à donner l'impression que c'est bien intégré l'un à l'autre.
Donc en fait, il faut qu'ils aient le même degré de contraste à peu près, hein. Il faut le sentir, quoi, hein. Il n'y a pas de... il y a pas, je ne peux pas donner les valeurs à encoder, c'est vraiment image par image. Je veux dire, chaque image est différente. Ok, je reviens sur l'objet, je modifie l'objet un peu. Trop brillant, on a l'impression qu'il n'est pas bien dans le décor, là. Voilà. Voilà. Ok, ça marche? Si j'enlève les réglages, les yeux en face des réglages, voilà ce que ça donne, hein. Avec les yeux en face des réglages, ça paraît un peu mieux déjà. J'enregistre l'image, parce qu'il faut y aller petit à petit. J'enregistre chaque fois sous un nom différent, comme ça, si jamais je me plante complètement à un certain moment, j'ai la version d'avant qui est là, sur le disque dur. Bon, ça, c'était modifier le contraste. Mais on peut également modifier la couleur. Alors, je vais le faire sur le décor ici. Donc, j'active le calque du décor. Et pour modifier la couleur, ben, c'est simple, je vais descendre ici sur chacune des couches, rouge, vert, bleu. Modifier la quantité de lumière rouge, vert, bleu. Si vous êtes habitué à faire du graphisme, considérez que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Vous voulez modifier la quantité de jaune, c'est sur le bleu. Modifier la quantité de cyan, c'est sur le rouge. De magenta, c'est sur le vert. Voilà. Par exemple, sur le bleu, ici, je modifie la quantité de jaune. Très bleu si je monte, plus jaune si je descends. Voilà, il faut passer d'une couche à l'autre comme ça, modifier, pour changer la coloration. Voilà. Et pour le faire sur l'objet, ben, j'active le calque de réglage de l'objet. Même chose, les couches rouge, vert, bleu. Voilà, un peu plus rouge, pourquoi pas. Et si on veut supprimer du bleu, c'est mieux de supprimer. Si tu veux supprimer du bleu, tu peux augmenter le rouge et le vert, ou alors diminuer le bleu. Parce qu'en fait, tout est lié, hein. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein. Si tu as trop d'un ingrédient, tu peux corriger en mettant plus des autres. Voilà. Bon, ça, c'est les corrections vraiment professionnelles. Et une fois qu'on a ajusté un objet et l'autre, eh bien, on va mettre un calque de réglage qui modifie tout. On va essayer de faire baigner l'objet et le décor dans une ambiance qui permet de donner l'impression qu'ils sont bien intégrés l'un à l'autre. Donc, au-dessus du calque là, je vais créer un calque de réglage de type courbe. Et il ne faut pas qu'il soit écrété, lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'agisse que sur l'objet. Si vous avez obtenu un calque de réglage qui est comme ça, il faut, avec la touche Alt, cliquer entre les deux vignettes pour qu'il agisse sur tout ce qui est en dessous de lui, en fait. D'accord? Donc, quand je joue sur ce calque, je vois qu'il agit sur tout ce qui est en dessous de lui. Bon. À vous de voir quelle ambiance vous voulez donner. Contraste. Ça agit sur l'objet et sur le décor. Couleur. Donc on a le réglage global du contraste avec les deux points quand on est sur RVB. Et on a le réglage de la quantité de lumière rouge, vert et bleu en descendant sur chaque couche là. Bon, normalement, avec cette technique, vous arrivez à faire des photomontages réalistes, donner l'impression qu'un objet était vraiment dans le décor.
Ici, je vais juste vous montrer côte à côte les deux images pour vous montrer avant les réglages et après les réglages. Voilà. Avant le réglage, c'est l'image de droite. Et après réglage, c'est l'image de gauche. Et j'ai donné l'ambiance lumière du jour comme je voulais. Vous avez vu qu'on peut donner une ambiance nuit aussi, hein, en diminuant la lumière. C'est possible. Voilà, et à ce moment-là, je pense que je dois revenir un peu sur le calque de réglage de l'objet. Voilà. Bon, vous êtes parés pour faire vraiment plein de photomontages. On n'a pas vraiment eu le temps de voir le détourage d'un arbre ou de cheveux. On avait fait sur un bonsaï, hein, le principe de l'écrêtage. Si le fond est vraiment blanc derrière, ça marche. Hein. On n'avait pas fait. Ok. Voilà. Image originale à droite. Image ambiance jour au milieu. Image ambiance nuit à gauche. Je pense que là, quand même, l'image originale à droite, ça sent le montage. Hein. Au niveau de la lumière, on sent que la lumière sur l'objet n'est pas la même que... C'est pas logique qu'on ait de la neige foncée comme ça, une ambiance foncée, et un objet aussi clair. Tandis que là, avec au milieu, avec la route bien lumineuse, ben oui, l'objet est lumineux, c'est bon. À gauche, la route est foncée, l'objet est foncé, c'est bon. Foncé et terne, hein, moins contrasté. Bon alors, avec cette histoire de objet dynamique, on avait dit, et là je vais passer sur une autre image, voilà, sur celle-là par exemple, voilà, on avait dit que le bouchon, oui, et le bouchon et tout l'objet d'ailleurs vont réapparaître plus net si on multiplie les pixels de toute l'image, de tout le photomontage. Ben, on va essayer ici, menu image, taille de l'image, je suis en pourcent, je vais demander la meilleure manière d'agrandir, conserver des détails, entre parenthèses agrandissement. Je vais indiquer par exemple 500, donc c'est un peu beaucoup, 400%, donc je vais augmenter par 16 le nombre de pixels de l'image. Je passe d'une image de 12 mégas à 200 mégas. Au niveau du lissage, c'est peut-être un peu fort comme lissage, là je vais diminuer la réduction du bruit parce qu'il considère que des détails sont peut-être des choses à éliminer et c'est pas le cas. Voilà. Ok. Donc ça calcule et les pixels de l'objet dynamique devraient réapparaître. Ils sont dans les pixels de l'image originale qui sont dans l'objet dynamique vont réapparaître puisqu'ils vont pouvoir, dans une image qui contient plus de pixels, dans un photomontage qui contient plus de pixels, ils vont pouvoir s'exprimer. Voilà. Le bouchon est bien net comme il faut. Bon, par contre, on voit clairement que sur le décor de la montagne, on a multiplié les pixels par 16. Le nombre de pixels a été multiplié par 16, c'est pas génial. Sur la route, ça passe encore.
Mais à l'arrière, là, les montagnes, ce que je pourrais faire, c'est mettre un flou sur le calque des montagnes ici. Je le convertis en objet dynamique. Je mets un flou dessus, filtre flou, flou gaussien. C'est un des flous possibles. Voilà. Donc les montagnes, tout le décor est flou en fait, du coup. J'applique. Étant donné que je l'ai mis sur un objet dynamique, ben le flou que je viens de mettre est modifiable, il est là. Et je peux même aller modifier son masque de fusion du flou pour indiquer qu'il ne doit pas agir dans le bas de l'image, c'est-à-dire le sol. Parce que le sol, je veux le garder net. Donc, au dégradé ici, dégradé du noir au blanc, linéaire, normal 100%. Je trace dans un sens ou l'autre celui qu'il faut. Et voilà, le flou gaussien ne s'applique pas sur le sol parce que j'ai mis un dégradé dans le bas du masque de fusion. Ça se voit, hein, si je désactive le masque de fusion avec la touche majuscule, on voit. Ok, il faut qu'il soit là, il faut que le sol reste quand même un peu net, c'est mieux. Donc voilà, des montagnes floues à l'arrière, grâce au flou gaussien. Parce que l'agrandissement était un peu trop fort. Et en plus, ça donne un peu de profondeur à l'image. Je vais enregistrer ça. Ça va faire un fichier assez volumineux, mais voilà. En tout cas, ça a démontré que les pixels de l'image de l'aspirateur, ici, ils étaient bien dans l'objet dynamique, puisque quand je multiplie les pixels du photomontage, on voit réapparaître le détail.